Kigali accumule les superlatifs les plus positifs. Fondée en 1907 par les Allemands, la ville est devenue la vitrine éclatante du développement durable et du dynamisme économique du Rwanda. Elle a même été proclamée ville la plus propre d'Afrique par l'ONU. Propreté des espaces publics, parcs parfaitement entretenus et immeubles flambant neufs, la ville fait désormais rêver tout le continent d'une autre Afrique. Un succès que les Kigaliens attribuent volontiers à leur président Paul Kagame, ancien commandant du Front patriotique rwandais, qui a mis fin au génocide en 1994. S'il est adulé par beaucoup à juste titre, il s'avère compliqué de critiquer l'homme politique qui est à la tête du pays depuis bientôt 20 ans. Entourée par 3 montagnes, la ville se situe à 1545 mètres d'altitude et recouvre plusieurs collines. Recouvre, ou plutôt s'étend, car c'est littéralement le sens du terme Kigali en Kinyarwanda, la langue officielle du pays. Une étendue composée de vallées, de collines, de montées et de descentes. Pour résumer, le paradis des cyclistes. Rendez-vous au stade Amahoro, dans les locaux de la Fédération de cyclisme. On y retrouve Félix Sampoma, le coach de la Team Rwanda. Fondée en 2007, elle est composée de jeunes cyclistes dont certains sont des rescapés du génocide. Ils sont aujourd'hui un symbole de reconstruction et d'espoir. Appuyée et soutenue financièrement par les autorités, l'équipe de cyclistes est plus populaire que l'équipe nationale de football. Les gars, on y va! C'est parti pour une échappée à vélo dans la capitale rwandaise. Normalement, au Rwanda, nous avons un terrain idéal. Nous avons des reliefs où ça monte et ça descend. Notre relief nous avantage par rapport aux autres pays. Un avantage qui permet aux Rwandais de se positionner dans l'élite du cyclisme africain. On a gagné le Tour du Rwanda et puis ça a motivé beaucoup de garçons, beaucoup de jeunes de venir faire le sport du vélo. Même si c'est un sport un peu difficile, un peu dur, mais quand même ils ont motivé. Une motivation nécessaire pour affronter la géographie de la ville et la cadence imposée par les plus jeunes. À 46 ans, c'est un peu difficile de les suivre parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Comme sport de loisir, c'est un peu difficile. Toute notion de loisir s'arrête en bas de la montée du mur de Kigali, dans le quartier Nyamirambo. Une bosse brutale de 19%, exclusivement en pavé, qui est une attraction pour les cyclistes du monde entier. Dernière épreuve pour finir l'entraînement en beauté. Le mur de Kigali, ça représente une très grande chose au Rwanda parce que c'est le mur de Kigali là, en 2015 qui nous a permis de gagner le Tour du Rwanda. Vous étiez très bien? En forme? On y va! Montez, montez! L'entraînement terminé, Félix nous amène dans la K-Free Zone, située dans le quartier de Nyarugenge. Le boulevard N4, qui était le plus emprunté du centre-ville, est désormais interdit aux voitures sur 800 mètres. Oui, dans la rue dans laquelle on est, comme vous voyez, il n'y a pas de voiture. Et on marche, on fait les vélos. C'est génial à Kigali. Et aussi à Kigali, il y a une journée, il n'y a pas de véhicule. À Kigali, un dimanche matin par mois, ce n'est pas qu'une rue, mais tout le centre-ville qui est interdit aux voitures. Dans les rues, vous ne trouverez que des piétons et des vélos. Les Kigaliens consacrent cette matinée à faire du sport, rencontrer leurs voisins et profiter de leur ville. Quand il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas de bruit. C'est ça. C'est l'avantage pour nous.
J'ai fait beaucoup de villes en Afrique, mais je n'ai pas trouvé une ville comme Kigali. Le Kigali, c'est un exemple à l'environnement pour l'Afrique parce que si tu vois dans toutes les villes de l'Afrique, tu vois que Kigali est la ville la plus propre parce que les Rwandais, ils ont compris que jeter des plastiques, jeter des papiers aluminium, jeter des bouteilles, on ne peut pas jeter sur la route. C'est vrai que lorsqu'on arrive à Kigali, cette impression de propreté est frappante. C'est l'aboutissement d'une politique de sensibilisation qui a été mise en place dans tout le pays. Interdiction des sacs plastiques, utilisation de sacs en papier biodégradables. Et chose rare sur le continent africain, des poubelles partout dans les rues. Ne vous aventurez surtout pas à marcher sur les pelouses ou jeter un mégot au sol, car vous pourriez repartir avec une grosse amende. Mais c'est aussi le résultat d'un sens du bien commun, cher aux Rwandais, et qui s'illustre par l'Umuganda, qui signifie travaux communautaires en Kinyarwanda. Aussi au Rwanda, il y a l'Umuganda. On le fait chaque dernier samedi du mois. On se met ensemble et puis on fait des travaux communautaires. Et pour mieux vous rendre compte de quoi il s'agit, direction Magarere, dans la banlieue sud de Kigali. Ici, contrairement au centre-ville, tout reste encore à faire. Pour cela, les autorités peuvent compter sur la population. Tous les derniers samedis du mois, au moins un membre de chaque famille a pour obligation de participer à ces travaux communautaires. Nettoyage des rues, construction de routes, d'habitations ou d'écoles, tout le monde met la main à la pâte. Ce matin, c'est Christophe, le chef du district, qui encadre les travaux. Ils sont en train de travailler les routes. On utilise les cailloux pour arrêter les zones de pluie. L'Umuganda vient de la culture rwandaise. Nos ancêtres aussi, ça faisait de l'Umuganda. Institutionnalisé en 1974, l'Umuganda a toujours existé. Et ce, principalement dans les villages à l'occasion de fêtes, d'événements extraordinaires, comme les catastrophes naturelles ou alors pour aider les personnes en difficulté. Aujourd'hui, l'Umuganda est organisé par les autorités. Et même les citadins doivent l'accomplir, quitte à se déplacer à la campagne pour le faire. L'Umuganda, ça contribue au budget national. Donc les gens travaillent en se sacrifiant. Et puis ça donne la cohésion sociale parce que vous voyez les femmes, les hommes, les jeunes travaillent ensemble pour le développement de la nation. Ah oui, les gens sont contents de participer au Umuganda. Ils chantent ensemble, ils dansent ensemble, ils travaillent ensemble. Et ça donne de l'unité, de la réconciliation, d'une cohésion sociale que je peux dire vraiment extraordinaire. Une fois les travaux terminés, c'est l'heure du débrief avec les autorités. On communique les programmes nationaux. Si peut-être il y a des problèmes cruciaux au niveau social, on essaie de résoudre ensemble. Donc ça donne une communication de ce que le gouvernement veut que la population connaisse peut-être. Puis on évalue aussi l'activité qui vient de se faire. Puis on retourne à la maison. Si l'Umuganda pourrait s'apparenter à des travaux forcés, il est indéniable qu'il sert la collectivité. Au-delà du nettoyage des rues, il permet de réaliser des projets de plus grande envergure. Ok. Ça, ce sont les 4 salles de classe qui ont été construites par la communauté Umuganda. Donc, la population a réuni les forces, les cailloux, les briques, tout ça. Donc, nous sommes très contents et nous encourageons la population qui
continue à travailler très activement pour résoudre les problèmes, pour développer notre nation grâce à notre culture rwandaise qui nous oblige de trouver la solution pour construire notre nation. Merci. L'Umuganda a été l'un des leviers qui a permis de relever le pays et de ressouder la population après le génocide de 1994. Le 6 avril 1994, à 20h27, 2 missiles sont tirés sur l'avion du président rwandais, Juvenal Habyarimana, qui s'apprête alors à atterrir à l'aéroport de Kigali. L'avion s'écrase dans les jardins de sa résidence présidentielle. Il n'y a aucun survivant. Aujourd'hui encore, ce qui reste de l'avion est conservé dans l'enceinte de l'ancien domaine présidentiel, désormais inhabité. Ce lieu est la mémoire de l'événement qui déclenchera le génocide des Tutsis. Au lendemain de l'attentat, une vague de violence hors du commun s'abat sur les populations Tutsis dans tout le Rwanda. En 3 mois, 800 000 Tutsis et Hutus modérés sont massacrés. Je m'appelle Charles Habyarimana. Je suis rescapé du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Moi, je ne suis pas né ici à Kigali. Je suis né au sud du pays, mais comme d'autres parties du pays, le génocide est arrivé sur toute l'étendue du Rwanda. J'ai perdu mes proches, mes 2 parents et mes 6 frères et sœurs. Alors c'était une chance de survivre. Aujourd'hui, la vie a changé. La vie a changé, je vis normalement, comme les autres. Il n'y a pas de différenciation entre moi et les autres. Quand tu me vois dans la route, on ne voit pas quelqu'un vulnérable comme ça, ou bien quelqu'un avec beaucoup de problèmes dans la tête. Aujourd'hui, je travaille, j'ai un travail, j'ai une famille, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis responsable dans la société, dans la communauté des rescapés. Pour comprendre le drame qu'il a traversé, Charles a entrepris des études d'histoire. En fait, l'histoire, ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de ma vie. J'ai vécu l'histoire. Alors, je voulais comprendre pourquoi ça m'est arrivé que je sois un orphelin de 11 ans, 12 ans. Pourquoi le génocide? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui ont préparé le génocide? Qu'est-ce qui a guidé l'idée génocide? Il y a quelles racines? Afin de trouver réponse à toutes ces questions, Charles peut compter sur son professeur et ami, Paul Rutayazire. Bonjour, prof. Comment tu vas? Très bien. Charles est parmi mes étudiants à l'Université du Rwanda dans le programme des masters sur l'étude des génocides. Et présentement, je dirige sa thèse de mémoire sur le gouvernement intérimaire qui était la base des exécutants du génocide. Si le gouvernement intérimaire porte la responsabilité du génocide, l'idéologie génocidaire trouve ses racines dans l'histoire coloniale du pays. La période de la colonisation belge et allemande, ainsi que la période du génocide sont très liées et on ne peut pas comprendre la période sur laquelle ils travaillent sans faire toujours l'appel au background historique. Paul est un spécialiste de l'histoire coloniale du Rwanda. Il a contribué à l'élaboration de l'exposition consacrée à cette période au musée de la Maison Kant.
Kant, il était allemand de formation en médecine et puis après qui a été associé à l'exploration de l'Afrique. Et c'est en cherchant les sources d'Uni qui est venu au Rwanda. Richard Kant, médecin allemand et explorateur de l'Afrique, est le fondateur de Kigali. En 1908, il est chargé d'administrer la région du Rwanda. Il construit alors la première maison coloniale de Kigali. Aujourd'hui transformée en musée, la maison abrite une exposition consacrée à la période coloniale allemande. Dans cette exposition, on découvre les modes de vie précoloniaux, mais surtout le basculement des Rwandais dans la nouvelle ère coloniale. Allemands, puis Belges, vont bouleverser à tout jamais le Rwanda. Les Allemands sont partis après la Première Guerre mondiale et puis après la période belge qui est beaucoup plus longue et au cours de laquelle beaucoup de choses se sont passées. Disons que ce sont les Belges qui ont beaucoup eu du temps de restructurer la société rwandaise. Et ce sont les colons belges qui diviseront profondément le peuple en ethnicisant les différentes composantes de la société rwandaise. Il y a une logique dans l'action coloniale qui était basée sur la philosophie et la politique de diviser pour régner. Donc ça veut dire diviser les peuples colonisés pour mieux les soumettre et les dominer. Les ethnies Hutu et Tutsi sont alors créées de toutes pièces par les Belges. Tous les problèmes se sont ethnisés. On y a vu le groupe Hutu contre le groupe ethnique Tutsi, schématiquement. Cette division deviendra plus tard le terreau de l'idéologie génocidaire. Le mémorial du génocide de Kigali, situé à Gisozi, est l'endroit incontournable pour comprendre la mécanique génocidaire dans laquelle a sombré le pays. Charles y retrouve Honoré. Honoré Gatera, c'est un des conservateurs de ce mémorial qui fait partie de l'histoire qu'on a vécue. Il fait à ce que cette histoire ne soit pas effacée, bien oubliée. Mon frère, ça va Honoré? C'est très important de voir la conservation de l'histoire, surtout l'histoire des génocides, pour les enfants qui vont venir après nous, puisqu'il y aura une histoire bien dite, mais qui n'est pas détournée. Bon, voilà, ici, on est dans la section qui est le point de départ des divisions au Rwanda, là où nous parlons de ce que la présence des Belges au Rwanda durant la colonisation a fait. Et les divisions qui ont été initiées au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis ont commencé sur les critères qui n'avaient pas vraiment de base. Par exemple, le fait de compter les vaches, les têtes de vaches que la famille avait. Et donc, 10 vaches et plus, les familles sont devenues Tutsis et moins que ça sont devenues les Hutus. Et la vache au Rwanda était le symbole de la richesse. Mais non seulement ça, parce qu'il y a eu aussi la considération des traits physiques. Il disait que les Tutsis étaient élancés, il y avait le long nez, et que les cheveux n'étaient pas vraiment des cheveux pour les Noirs. Et les Hutus, on disait qu'ils étaient courts et qu'ils avaient les cheveux vraiment des Noirs, et qu'il y avait des nez courts aussi. Et c'était considéré comme ça. Et même on se trompait en regardant quelqu'un, on dit « Oh, lui, il est Hutu avant le génocide », mais réellement, il n'était pas Hutu. Ils ont essayé même de faire à ce que les deux frères, un devient Hutu, un autre Tutsi, parce qu'il a 10 vaches, l'autre a moins de 10 vaches. Au fil de l'exposition, on découvre les différentes étapes qui ont mené au génocide. Des divisions ethniques coloniales, jusqu'à l'attentat sur l'avion du président Habyarimana, en passant par l'ingérence politique des puissances étrangères. Une mécanique lente et complexe finira par ramener l'idéologie génocidaire au pouvoir et à plonger tout le pays dans l'apocalypse. Et ici, nous avons la section qui parle du génocide en soi, et donc les tueries 24 heures par jour pendant les 100 jours. Les collines du Rwanda étaient remplies de corps.
C'est la section qui ici résume ce que les Rwandais ont vécu, le calvaire qu'ils ont dû passer pendant le génocide et les gens qui étaient tués à coups de machette, à coups de gourdin, quelquefois par les armes à feu. Et ce n'était pas une barbarie africaine, comme souvent les gens parlent. Parce qu'il y a eu des tueries interethniques. C'était un génocide planifié. Il y avait un nouveau gouvernement, un gouvernement intérimaire qui allait exécuter le génocide, le plan, et donc mettre la machine des génocidaires en marche. Les gens qui ont exécuté le génocide étaient dirigés par ce gouvernement. Le président Sindikubwabo Théodore et le premier ministre Jean Kambanda, il est allé partout dans des régions pour demander à la population civile de participer. Et même lui, il a fait partie de la distribution des armes. Le génocide est pensé et planifié par le gouvernement intérimaire, mais c'est la population elle-même qui l'exécutera, encouragée par les médias et les autorités. La particularité de l'histoire du génocide, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont participé. Je dirais qu'il y a eu plus d'1 million de dossiers jugés pendant le Gacaca. Le Gacaca a été des jugements collectifs qui se sont déroulés partout sur le territoire du Rwanda, dans des villages. On jugeait des personnes selon les catégories de crimes qu'ils ont commis. La justice classique au Rwanda ne pouvait pas juger les centaines de milliers de prisonniers présumés coupables du génocide. Et alors, le gouvernement rwandais a puisé dans la culture et dans les valeurs de notre société. Et les gacaca ont été modernisés pour être appliqués au crime du génocide. C'était la façon de faire justice en se parlant de la vérité, mais aussi en demandant le pardon, parce que les deux pouvaient contribuer à la réconciliation, à l'unité des Rwandais qui pouvaient vivre ensemble et continuer à reconstruire le pays qui vivait et qui continuait à vivre les conséquences du génocide. J'ai participé au Gacaca et j'ai témoigné, c'est-à-dire de raconter ce que j'ai vu, tout ce que je vis. Oui, moi j'ai rencontré mes bros qui m'ont fait souffrir pendant le génocide. Ils sont là, ils sont chez nous, au village. Ils sont des citoyens comme les autres. Ils travaillent dans des champs. Ils viennent nous visiter nos familles. On cohabite ensemble. Nous sommes dans une agglomération, ensemble. Ceux qui ont demandé pardon, je les ai pardonnés. C'était une justice de réconciliation. Si le musée a une vocation pédagogique sur l'histoire du génocide, il participe aussi à l'essentiel devoir de mémoire des victimes et des survivants. C'est une chambre qu'on a créée pour préserver, garder la mémoire que les familles ont. Parce que les photos, comme on l'a vu, ce sont des photos des moments joyeux et c'est l'image qu'ils gardent de ces victimes du génocide. Et on a voulu garder cette image pour les familles, pour nos visiteurs et bien sûr, on dirait à l'éternité. Une photo ici compte 1 million de gens, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas des images de nôtres, mais arriver ici, voir quelques photos qui ont été récupérées, ça nous donne au moins une idée qu'ils sont toujours vivants. À l'extérieur du bâtiment, près de 250 000 victimes ont été enterrées dans des fosses communes. Un lieu ouvert à tous ceux qui souhaitent se recueillir pour honorer leur mémoire. Tournez la page sans oublier. Aujourd'hui, plus de Hutus, plus de Tutsis, seulement des Rwandais. Ceux qui avaient fui le génocide sont revenus. Une nouvelle génération de Rwandais s'investit pour réinventer son pays. Dominique a créé Imagine We Publisher, la première maison d'édition indépendante à Kigali.
Quand j'ai fini l'université, donc j'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Inde, je suis revenue au Rwanda. Ça faisait quand même entre 6 ou 7 ans que je n'étais pas là. J'avais toute cette énergie et j'avais cette passion d'essayer de changer quelque chose dans mon pays. Et j'adore la lecture, j'adore les livres, la poésie, les mots. Et c'était la première chose qui m'est venue à l'esprit. Quand on a commencé, on a réalisé que les enfants, ils n'aimaient pas les livres des étrangers. Ils ne comprenaient pas la langue, ils ne comprenaient pas la culture, ils ne comprenaient pas la neige. Donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas notre propre maison d'édition où on écrirait des histoires que les enfants aimeraient? How are you? Ça, c'est Mahoro. C'est l'histoire d'une petite qui avait 9 ans pendant le génocide. C'est complètement fiction, mais ça parle vraiment des choses que les jeunes du Rwanda ressentent. C'est très important de ne pas oublier ce qui s'est passé parce que c'est comme ça qu'on protège notre futur. Imagine Oui s'implique aussi dans l'éducation en animant des ateliers dans les écoles de Kigali. Aujourd'hui, direction l'école de filles Wild Dove pour une séance dédiée à la poésie. Okay, guys, now we're starting the class for real. Ça fait une année qu'on est à White Doves, une école secondaire, et on les apprend le public speaking, l'écriture, la poésie, le débat et aussi la communication, comment communiquer par le mot écrit ou bien par la parole. Okay, guys, we're going to have right now up to 2:15 again to do your blackouts. Do you have any other questions? Do you prefer to do it alone or with someone? Pairs. Aujourd'hui, on fait le blackout poetry. Donc, on prend des vieux romans et on leur passe des pages et ils doivent refaire une histoire à partir des mots qu'ils ont déjà. No, that's what happened yesterday. Someone else. Do not mix with the same person. On aborde des sujets différents, la sexualité des fois, les problèmes des jeunes, leurs plans pour le futur. Donc, on veut qu'ils puissent communiquer ça avec des adultes d'une manière éloquente. Et aussi, ça va leur ouvrir l'esprit à penser un peu plus critiquement. Donc, si je dis que ça, c'est noir, ils vont dire non, pas vraiment. Et ils auront plus de confiance en soi. Et ça, vraiment, on a vu que ça marche vraiment. There are ideas of marriage determined to grow. I'm 17, old enough to understand, I think. Wow. Moi, je me dis, si on est capable d'apprendre aux enfants de penser critiquement, on est en train de protéger le futur de notre pays. Because the class is over. Le soir venu, Dominique nous amène au Spoken Word, une soirée slam réputée à Kigali. C'est un événement qui a lieu une fois par mois dans un endroit classé, top, où les jeunes se rencontrent, ils écrivent des poèmes live et les lisent devant une audience. Guys, welcome to Spoken Word, the first edition of 2018. C'est vraiment un endroit idéal pour voir le talent des jeunes Rwandais. Ces dernières années, l'usage de l'anglais est devenu prédominant parmi les participants, à l'image de ce qui se passe dans le pays. Dominique y retrouve son amie Natacha, qui va performer ce soir. Elle continue de slammer en français. Le français a été ma première langue parce qu'on était réfugiés. Il fallait surtout pas qu'on nous traite de Rwandais. Donc nos parents ne nous ont jamais parlé en Kinyarwanda. Ce soir sur scène, elle sera accompagnée de son ami et musicien Deo.
failli t'écrire un poème. Il était là, suspendu entre la pensée et le clavier. Gasusuruko me l'a inspiré. J'en fais illico mon messager. Lui confier un petit sourire qu'il délivrera avec chaleur pour éclairer ta journée. Je suis arrivée à Kigali, j'avais 12 ans. C'était pas facile parce que je parlais pas du tout la langue locale, qui est le Kinyarwanda. Par contre, je parlais swahili et français. Kigali, comme le Rwanda, a longtemps été une ville francophone. Depuis le génocide, le pays a opté pour l'anglais comme langue principale apprise à l'école, après le Kinyarwanda. Avec le swahili ramené par les réfugiés rentrés du Congo, la population rwandaise est devenue polyglotte, à l'image de Natacha. Les langues que je parle possèdent chacune une identité, ça c'est sûr. Si je parle français, je pense qu'il y a une identité qui vient avec. Si je parle Kinyarwanda, pareil, Swahili, pareil, anglais, pareil, Lingala, pareil. Une langue, c'est aussi la culture qui l'apporte et l'attitude qu'on a quand on parle. Si je parlais Lingala, je ferais plein de gestes, là. Je ne serais pas assise tranquillement en train de parler. Il y a tout le corps qui parlerait avec. C'est ça, une des richesses de Rwanda, de Kigali aussi. C'est le fait qu'après la libération, il y a eu une vague de Rwandais qui sont revenus au Rwanda. Ils ont ramené des cultures, ils ont ramené des langues, ils ont ramené des façons de faire, des façons de voir les choses différentes. Et puis, ils se sont tous retrouvés ici, au Rwanda. Un quartier à Kigali est représentatif de cette diversité et de cette richesse. Le quartier de Nyamirambo. Quartier le plus populaire et vivant de Kigali, Nyamirambo est une Afrique en miniature. Nyamirambo, il y a tout. C'est un quartier musulman, à la base. Donc, chaud, ouvert, et qui fait que la plupart des gens, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, ils vont à Nyamirambo. Tu as des tailleurs, des stylistes, des coiffeurs congolais, maliens, plein d'Africains différents. À Nyamirambo, il y a l'ambiance. Il y a des restaurants moins chers. Des restaurants moins chers, des cabarets. Il y a une belle vie ici. C'est mon quartier préféré. Ça bouge, oui, ça bouge. Parce qu'il y a des musiques, des boîtes de nuit, il y a des cabarets, il y a les Congolais comme Makumba. Il y a tout, hein. Même à minuit, tu peux avoir quelque chose à manger, moins cher. Et le soir, à Nyamirambo, on peut y aller pour se manger quelques petites brochettes pas chères ou se prendre une petite tasse de thé vert. Il y a un petit restaurant, enfin un restaurant, c'est juste une petite cuisine dehors et on te ramène 10, 20 brochettes tellement c'est pas cher. Et avec des chapatis et du thé avec plein de gingembre et trop de sucre à mon avis. Dans le cœur de la ville, au carrefour Nyabungongo, se trouve la plus ancienne gare routière de Kigali. Un enchevêtrement de bus, de mototaxis, de vendeurs.
Une gare d'apparence chaotique qui cache pourtant une certaine modernité. Ici, dans tous les bus, vous pouvez vous connecter à Internet. La ville de Kigali, c'est une ville qui n'est jamais la même. C'est une ville en pleine évolution, qui bouge beaucoup. C'est vraiment une ville qui s'est dynamisée. Je vivais à l'étranger avant, je suis rentrée. Je suis revenue parce que justement, je voyais que ça bougeait. Mais aussi, la ville a grandi, elle a explosé, elle s'est décentrée. Il y a des constructions partout. Donc, c'est une ville qui, depuis une quinzaine d'années, je dirais, explose. Si la ville grandit, c'est que les affaires se portent bien à Kigali. Francine fait partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs encouragés par le gouvernement. Dans les années 2000, Paul Kagame initie de profonds changements, notamment en libéralisant l'économie. Il privatise alors les entreprises d'État, réduit les taxations et entreprend de grands travaux urbanistiques. Son but, attirer les investissements étrangers et des sièges de grandes entreprises internationales. Un centre d'affaires qui a grandi jusqu'à casser l'image que l'on a des villes africaines. Il y en a qui, quand ils viennent pour la première fois, c'est vraiment le choc parce qu'ils ont l'impression de se retrouver dans un pays occidental parce que c'est hyper bien organisé. Mais on n'est pas dans un pays occidental, on est vraiment en Afrique ici. Ils ne s'imaginaient pas que c'était si bien organisé, si bien sécurisé aussi. Se balader la nuit toute seule en tant que femme, ça se fait ici. Sans problème, ça se fait. Et donc les gens sont impressionnés. Ouais. Nous, on était désavantagés par le fait qu'on est dans un pays enclavé et par le fait aussi de notre génocide des Tutsis au Rwanda, qui a vraiment mis le pays par terre. Et donc, ça montre surtout ailleurs que tout est possible quand on est passé par le pire, que le meilleur peut nous attendre dans le futur. Et donc, il faut toujours trouver des idées, il faut être créatif de manière à développer le pays. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé l'entreprise dans le solaire, dans l'environnement, pour que justement, il y ait un sens dans ce que je fais. Et tu vois, c'est la Kigali City Tower. C'est vraiment la première tour ici à Kigali. C'est un symbole et c'est ça qui a impulsé les autres grandes constructions à Kigali. Parce qu'avec ça, on s'est dit tout est possible. Terminée en 2011, cette tour de 18 étages, inondée de lumière, fourmille de jeunes cadres rwandais et d'expatriés. Francine a entrepris dans le domaine de l'énergie solaire, et en particulier dans le domaine des mini-réseaux. Qu'est-ce que c'est les mini-réseaux solaires? Les mini-réseaux solaires, ce sont des petites fermes solaires qu'on installe dans les milieux ruraux pour donner l'accès à l'électricité à la population locale. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Simon, chez Energizing Development, une organisation financée par des donneurs européens. Leur particularité, accorder des subventions sur la base des résultats et non uniquement des projets. Francine a soumis un dossier de subvention pour Energizing Development, l'organisation pour laquelle je travaille. Les subventions poussent à l'investissement, à l'entrepreneuriat. Ça nous aide, nous, en tant qu'entreprise, mais sans oublier que ça aide les populations rurales qui peuvent avoir accès à l'électricité et ça fait vraiment une grande différence pour les populations rurales. Ça change leur vie. Ils peuvent entreprendre, les enfants peuvent étudier la nuit, ils peuvent faire des petits magasins, ils peuvent avoir aussi un système d'éclairage qui est propre, où il n'y a pas de fumée liée aux bougies. Donc ça a vraiment des conséquences sociales. C'est ça qui rend nos projets aussi intéressants. On a eu beaucoup tendance dans le passé à financer des projets qui n'étaient pas forcément profitables. Et c'est intéressant de travailler pour bonifier ces projets et pour faire en sorte que l'investissement qui est fait par les entrepreneurs, par les banques, etc., serve à quelque chose, soit durable, soit profitable, etc. Merci beaucoup. Au revoir, Francine. À bientôt. Merci pour Bonne le temps chance. que tu as pris. Merci avec grand beaucoup. plaisir. Salut. Au revoir. Ouais. Des investissements ciblés et une recherche de profit pour que le Rwanda et son économie ne soient pas uniquement sous perfusion des aides et subventions étrangères. C'est aussi ça, la clé du développement soudain du pays. Aujourd'hui, le Rwanda possède une économie dynamique et moderne dans laquelle il est facile d'entreprendre. Francine nous entraîne au Calab, un espace collaboratif gratuit dédié aux jeunes entrepreneurs. Créé par le trentenaire Aphrodis Mutangana, le Calab est un lieu accessible à tous et où Internet est gratuit.
Ici, on développe des applications, des sites internet, du business en ligne. Kelab a commencé en 2012 pour aider les jeunes gens à concrétiser leurs idées. Et c'est pour cette raison qu'on a ouvert Kelab pour pouvoir aider les 75% des Rwandais qui ont moins de 35 ans. Ils veulent créer des solutions à leurs problèmes. Ils veulent être des solutions eux-mêmes pour aider leur famille, leur pays. Donc, ils veulent être des solutions. À côté du Kelab, Aphrodis a ouvert le Fab Lab, un espace consacré au développement des nouvelles technologies. Ici, tous les domaines sur lesquels on travaille se terminent en tech. On focalise sur la agritech, edutech, meditech. Donc on fait aussi les big data pour intelligence artificielle parce qu'on voit que c'est l'avenir de l'Afrique. C'est important que l'Afrique de demain se développe ici en Afrique par les Africains. D'étranges formes géométriques recouvrent certains murs de la ville. Un emblème de la culture rwandaise, l'imigongo. Transmis de génération en génération, cet art décoratif a failli disparaître après le génocide. Constitué de motifs géométriques colorés ou en noir et blanc, l'imigongo est traditionnellement fait sur des panneaux de bois à partir d'excréments de veau. Aujourd'hui encore, certains artisans ont conservé la méthode traditionnelle, comme Paul. Ibi ngibi ni uko ibintu by'ubugeni bisa nk'aho bindi mu mutwe kuko hari n'ibindi bindi njya mvumburamwo muri ibi ngibi ntabwo bigeze ngira. Ça, c'est les migongo, un peu moderne. C'est une façon de remuer un peu la méthode traditionnelle des migongo et j'en fais avec des perles. Dans les migongo, j'ai introduit une autre expression, l'expression des masques. Là, vous avez les yeux et la bouche, et en respectant la géométrie usuelle des migongo et dans ma forme de vague pour introduire un peu l'idée de mille collines. Bienvenue chez EPA, à l'Inganzo Art Center. Première galerie d'art ouverte à Kigali, l'Inganzo Art Center a quitté le tumulte du centre-ville pour se mettre au vert en périphérie. C'est un endroit choisi ainsi parce qu'il faut d'abord un calme pour créer. Il faut en plus avoir un endroit qui vous inspire, un endroit loin de la ville, moins de bruit. Une fois vous y êtes, vous ne partez pas, vous ne sortez pas, vous ressortez avec une création. Un endroit qui a inspiré à EPA sa réinterprétation de l'Imingongo, une idée qui lui est venue lors d'une déconvenue à la douane. En voyage pour l'Australie, ils nous ont défendu de faire passer les migongo parce qu'il y avait le produit de la bouse des vaches. Pour remédier à ce problème, EPA décline une version un peu plus chic de l'Imigongo. Moi, je ne fais pas la bouse de vache, je vais directement avec les perles. En utilisant simplement du scotch, de la colle et des perles, EPA propose une interprétation moderne de cet art traditionnel. Une manière d'assurer sa préservation. C'est important de conserver l'art et la culture parce que l'art et la culture, ça fait l'identité de tout un peuple. Pour aller plus loin dans cette conservation, EPA a entrepris il y a plus de 30 ans une collection d'antiquités africaines. Ma collection de statuettes et de masques, c'est venu d'une part par le fait que j'avais ces soucis d'avoir une collection en tant qu'artiste. Ça, c'est cette ambition qui me hantait. Par exemple, cette œuvre, c'est une œuvre Songye qui vient d'une tribu Songye du Congo et qui représente la maternité. C'est vraiment une très belle œuvre. J'ai aussi collectionné les masques.
j'ai ici des masques. Par exemple, le masque Chokwe. Ce masque Chokwe, c'est une tribu qui est à cheval entre l'Angola et le sud du Congo. Et je ne fais pas tout ceci au hasard. Par exemple, cette pièce-ci. Cette pièce, on la retrouve en Belgique à Tervuren. Pour moi, c'est déjà quelque chose qui me pousse à travailler, à chercher davantage les pièces pour que je puisse reconstituer une collection similaire à la collection qui est à l'Occident. Voici par exemple cette pièce-ci. C'est une pièce qui se trouve dans un musée en Allemagne. Je la retrouve encore dans ma collection. Ce qui me dit que, bon, quand on dit qu'il faut restituer les pièces qui sont en Occident, c'est une bonne chose. Mais ce qui est important, c'est d'encourager le fait qu'on peut aussi faire une collection de telles œuvres ici, chez nous, en Afrique. À ma connaissance, il n'y a pas le genre de musée Quai Branly comme on en trouve en France et ici en Afrique. Moi, je crois que c'est un retard de prise de conscience de la richesse que nous avons. Mais je crois qu'il serait mieux de le faire parce qu'il est maintenant grand temps de le faire. Quand j'étais enfant, j'aimais bien aller voir où on danse. C'était en moi, donc c'est ma passion. Serge Naïmana est chorégraphe et professeur de danse. Il dirige la compagnie Inganzo Gali. Inganzo, ça veut dire le talent. Ce sont des gens, des artistes qui sont ensemble pour promouvoir la culture rwandaise. Le tambour, le chant, la danse, le théâtre. Et oui, on fait tout ça, mais d'une façon traditionnelle. Et des tambours, ce sont des instruments utilisés pour des festivités. On utilisait des tambours pour éveiller le roi. Un réveil qui devait être sacrément efficace. Dans un Kigali tourné vers l'avenir, Serge compte parmi les acteurs qui préservent des traditions vieilles de plusieurs siècles. Ici, au Rwanda, on a beaucoup de danse. La danse, c'est la joie. C'est l'une des traces de la culture de nos ancêtres. Quand tu perds la culture, tu es mort. C'est immatériel, mais on aime ça. Les Rwandais aiment leur culture. Pour nous, c'est une valeur. L'une des expressions les plus spectaculaires de la culture rwandaise est la danse Inore. Cette danse guerrière qui remonte au XVIe siècle est connue de tous au Rwanda. Inore, ce n'est pas seulement la danse, c'est l'âme rwandaise. On montre comment on est fort. Il y a des cris, il y a les lances, donc c'est la bataille. Guerre, bataille, des mots qui appartiennent à un passé récent, mais révolu. Les Rwandais conservent la mémoire du drame qu'ils ont traversé, mais ont relégué la guerre aux danses et aux pantomimes de leur tradition.
Le pardon a ramené la confiance entre les Rwandais. Aujourd'hui, on est ensemble. On sait chaque jour qu'on est en train de relever ce pays qui a été presque détruit. Kigali, on l'appelle un peu Africa for Beginners parce qu'on a cette propreté, on a cette organisation auquel les gens ne sont peut-être pas habitués en Afrique. Il suffit juste de le faire, d'avoir la volonté de le faire, d'avoir un management et un leadership qui est prêt à le faire et ça se fait. Je conseillerais aux gens de venir voir un autre discours qui sort de l'ordinaire. Le discours d'un pays qui réussit après avoir traversé l'enfer. Un discours qui prouve tout simplement qu'une autre Afrique est possible.